rapport entre la peur que vous avez eue tout à l'heure en venant ici, qu'une moto est passée à toute allure en vous frôlant dans la rue, et le constat qu'on est dans une société hiérarchisée avec des rapports inégalitaires et même des inégalités qui s'accroissent entre les plus pauvres et les plus riches. A priori, aucun rapport. A priori, aucun rapport entre la domination et l'émotion. Et pour cause, l'émotion relève d'un mouvement intime, singulier, spontané, qui nous est propre, qui est subtil, alors que la domination renvoie à quelque chose de beaucoup plus massif, macro, institué, politique. Est-ce vraiment le cas ? C'est ce qu'on va voir maintenant. Le premier problème, c'est qu'il y a un hiatus entre le fait de penser les émotions et le fait de les éprouver. Depuis au moins l'Antiquité, on a l'habitude d'opposer les émotions à la domination et ça structure nos manières de penser le monde et de nous y comporter. On aurait d'un côté la raison qui caractériserait la science, la culture, l'efficacité, l'objectivité. Et puis ce serait plutôt l'apanage des sphères publiques, professionnelles, des hommes, des blancs. Et puis de l'autre côté, on aurait les émotions. Et tout ce qui a trait aux émotions, donc à l'opposé, eh bien, ce serait la partialité, la subjectivité, l'erreur, la nature, les femmes, les enfants, la sphère privée et les fous. Entre les deux, vous voyez que les deux ne sont pas connotés de la même manière. On a du côté de la raison une connotation beaucoup plus valorisante, positive, et du côté des émotions, quelque chose de beaucoup plus négatif, dont il faudrait se méfier, avec l'idée qu'il y a une hiérarchie entre les deux et qu'il faudrait apprendre à maîtriser ces émotions, à les rationaliser, à les gérer. Cette dichotomie, elle reste très très forte aujourd'hui dans nos sociétés, dans nos mentalités, alors même qu'on a démontré depuis déjà un petit moment, scientifiquement, que cette dichotomie n'était pas fondée. Et en réalité, la raison et l'émotion marchent ensemble. On doit ces avancées à Damasio, au couple Damasio, qui sont des neurobiologistes, qui ont rapporté le cas d'un homme qui avait eu un très grave accident. Une baramine lui avait traversé le cerveau de part en part, emportant un bout de cervelle, justement. Voilà, ça dégoulinait, je vous passe les détails. Et ce pauvre homme qui a quand même survécu, eh bien, autant ses capacités cognitives sont restées totalement intactes, autant il n'était plus capable d'éprouver aucune émotion. Ce qui fait que le reste de sa vie a été très compliqué, puisqu'il n'était plus en mesure de prendre des décisions judicieuses dans le reste de sa vie. C'est ce qui fait dire à Damasio que la raison n'est rien sans les émotions. Et on pourrait dire aussi à l'inverse que les émotions étant un rapport au monde, eh bien, elles sont aussi une forme de compréhension et d'intelligence. Donc, j'ai le plaisir de vous l'annoncer, les émotions ne sont pas du côté de la nature, du chaos, du désordre, de l'excès. Ça n'est pas bien ni mal, c'est la vie. Ça n'est ni uniquement des sensations physiques ou chimiques, et ça n'est pas non plus uniquement des connexions neuronales. Alors, c'est quoi ? La chose dont on est sûr, c'est que les émotions, ce sont des constructions sociales et culturelles. Moi, je suis sociologue, donc j'étudie la part sociale des réalités qui nous entourent. Et Émile Durkheim, le fondateur de la sociologie en France, à la fin du XIXe siècle, pose que les faits sociaux sont des manières d'agir, de sentir et de penser, extérieures aux individus et qui s'imposent à eux de manière coercitive. C'est-à-dire qu'il pose d'emblée le principe du déterminisme social et il l'applique aux émotions. Alors, ce qui est regrettable, c'est qu'à sa suite, les sociologues ont surtout retenu de Durkheim
la nécessité de distinguer la sociologie des autres disciplines, et en particulier de la psychologie, à qui on a laissé l'étude de la sphère affective. Et en sociologie, on fait trop souvent comme si nous étions tous des acteurs purement rationnels, ce qui, vous en conviendrez peut-être avec moi, n'est pas tout à fait le cas. En réalité, les émotions, elles sont partout. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elles sont naturelles. En fait, elles dépendent des sociétés dans lesquelles nous vivons. Et ça, on peut le vérifier en regardant dans l'espace et dans le temps. Dans le temps, effectivement, à d'autres époques, il y avait des émotions qu'aujourd'hui, nous ne connaissons plus. Il y a certains historiens qui ressuscitent comme ça des émotions perdues, comme la vergogne ou la piété. Il y a aussi un groupe de recherche qui étudie les émotions au Moyen-Âge. Alors moi, j'aime beaucoup ça, je trouve ça fait un peu science-fiction, de se demander que pouvait bien éprouver une dame de la cour, un chevalier ou un paysan. Et puis, quand on regarde dans un même temps, mais à des lieux différents, on voit aussi des émotions qui peuvent nous paraître étranges. C'est le cas, par exemple, au Japon, d'une émotion qui s'appelle l'amae, qui est un mélange de sentiments d'attachement, de sécurité, d'obéissance, quelque chose qui sonne très, très étrangement à nos yeux. Ce déterminisme social, sur un plan plus personnel, comment ça se traduit ? Eh bien, d'abord par la socialisation. C'est-à-dire qu'on apprend que certaines émotions sont appropriées à certaines situations et que d'autres sont malvenues, voire parfois carrément interdites. Par exemple, une infirmière. Une infirmière, elle apprend à cacher son dégoût quand elle soigne une plaie purulente, ou son ennui quand son supérieur vient lui expliquer une énième procédure administrative, et elle s'efforce d'éprouver de la compassion, vraiment, pour les patients qu'elle soigne. Et ça commence très tôt, cette socialisation émotionnelle. Ça commence dans l'enfance, et c'est différent selon le sexe. Pour les petites filles, par exemple, on fait l'apprentissage que c'est bien d'être triste quand quelqu'un est triste à côté de soi, de prouver de l'empathie, alors qu'aux petits garçons, on apprend plutôt à être courageux et à ne pas pleurer. Dans nos quotidiens, ces rappels des normes émotionnelles sont aussi des rappels à l'ordre qui se manifestent par un silence pesant, un regard moqueur, un rire ou une remarque. Donc on a comme ça des émotions qui sont l'objet, comme on le voit à travers ces exemples, aussi de rapports de domination. On voit la domination transparaître, la domination de l'adulte sur l'enfant, la domination du chef sur son subordonné. Et effectivement, il y a des règles émotionnelles qui diffèrent dans une même société, et ça a à voir avec le statut social. Alors, je l'ai dit, le travail, c'est une sphère qui se pense comme étant a-émotionnelle, c'est-à-dire qu'on apprend plutôt à réprimer ses émotions, parfois jusqu'au déni, à les refouler, à les cacher. On fait un travail émotionnel sur soi pour laisser apparaître et s'exprimer les émotions positives qu'on attend de nous, et au contraire, pour dissimuler les émotions négatives. Mais il y a quelques exceptions. Alors, je vais prendre l'exemple de la colère, qui est particulièrement évocateur. Alors déjà, la colère, c'est un sentiment plutôt qu'on essaye d'éviter au travail. Ce n'est pas toujours facile, mais on essaye d'éviter. Mais si c'est un dirigeant qui se met en colère, eh bien, ça pourra être interprété comme étant le signe qu'il a des raisons de se mettre en colère, c'est-à-dire que la situation le justifie. Et ça pourra rejaillir sur lui comme quelqu'un de courageux, de déterminé, qui sait ce qu'il veut et qui s'en donne les moyens. Si ce dirigeant est une femme, là, elle a intérêt à y penser à 2 fois avant de se mettre en colère. Vous savez pourquoi ?
elle risque d'être cataloguée comme hystérique, et ça ne jouera pas en sa faveur. Si c'est un ouvrier ou un employé, eh bien là aussi, il a plutôt intérêt vraiment à refouler sa colère parce qu'il pourra passer pour quelqu'un de grossier, rustre, mal éduqué. Donc on le voit, une même émotion, la colère, dans une même société, un même contexte social, eh bien, elle en vient à valoriser certains, ceux qui le sont déjà, et à dévaloriser d'autres, ceux qui le sont déjà aussi. Comprendre ça, c'est comprendre que les émotions donnent chair au rapport de domination. Les émotions fabriquent la domination. Et ce qui transparaît aussi, c'est que à qui ça profite en fait ? Qui sont les bénéficiaires ? Ça va plutôt être les hommes déjà, les blancs et appartenant en classe supérieure ou avec des fonctions de direction. Parce que eux, en plus de leurs capitaux culturels, sociaux, économiques, leurs titres scolaires, leurs fonctions, eh bien, ils auront une prétendue maîtrise émotionnelle qui va justifier qu'ils soient aussi dans la maîtrise d'autres personnes qui sont donc sous leur domination parce qu'eux-mêmes dominés par leurs émotions. Alors vous voyez que ça nous amène à reconsidérer les émotions, à les penser autrement, et ça nous amène donc, en les liant à la question des normes sociales, à l'idéologie, eh bien, à remettre à plat à la fois nos catégories de pensée, nos représentations sociales, et à la fois la stratification de nos sociétés. Maintenant, imaginez un instant, demain, vous êtes au travail, une réunion, quelques personnes autour d'une table, dont votre chef, que vous estimez par ailleurs, et tout d'un coup, il se met à s'effondrer en larmes. Que faites-vous ? Vous dirigez vers lui, lui mettez la main sur l'épaule pour le consoler. Vous vous éclipsez discrètement et le laissez. Ou vous passez au point suivant de l'ordre du jour en faisant comme si vous n'aviez rien vu. Moi, ma conviction, c'est qu'il faut réaffectiver le monde du travail. Reconnaître les émotions qui nous traversent dans leur diversité, dans leur ambivalence, leur faire une place, ni trop peu, en apprécier la valeur. Et à mon avis, c'est une manière de résister aux logiques gestionnaires et managériales, de recréer du collectif et de lutter, chacun à sa manière, contre les effets délétères des organisations du travail contemporaines. Merci.